Bonjour à tous, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Jean Arthuis, sénateur de la Mayenne et président de l'Alliance centriste. Jean Arthuis, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Une prime de 3 530 € devait être versée à tous les sénateurs au titre de la revalorisation d'une indemnité liée à l'exercice du mandat. Votre décision cette semaine de rembourser cette indemnité a contraint le président du Sénat, Gérard Larcher, à annoncer l'annulation de cette prime. Pourquoi est-ce qu'il a fallu en arriver là pour avoir cette décision? Ça fait partie de ces petits dysfonctionnements, de ces incompréhensions. Moi, en tant que président de la Commission des finances du Sénat, je passe mon temps à admonester le gouvernement, lui demandant de maîtriser la dépense publique, de cesser d'annoncer de nouvelles dépenses fiscales, de nouvelles niches sociales. Et voilà que nous, sénateurs, sans doute sur des bases qui juridiquement sont fondées. Oui, parce que en fait, c'est un rattrapage d'indemnités qui n'avaient pas été versées. Nombre de nos concitoyens vivent dans de vraies difficultés. Je pense que cette prime a un côté un peu indécent, et donc il faut y renoncer. La Cour des comptes vient de rendre un rapport dans lequel elle remet en cause la politique de sécurité qui était menée depuis 2002. L'UMP a vivement réagi en disant que ce rapport n'était pas objectif. Je vous propose d'écouter Christian Estrosi, député UMP des Alpes-Maritimes, qui était ce matin sur France Info. Vous savez, la Cour des comptes, c'est une institution qui est respectable, mais qui n'est pas intouchable. Comme tout un chacun, il peut lui arriver de commettre des erreurs. En l'occurrence, elle a commis de graves erreurs dans ce rapport qui apparaît plus comme un tract politique. Donc je dis attention à la dérive politique de la Cour des comptes. Elle ne doit pas se transformer en cour de règlement de comptes. Vous partagez son point de vue? Il y a une dérive politique de la Cour des comptes? Je trouve les propos excessifs. D'abord, on n'a pas intérêt à critiquer la Cour des comptes. C'est une autorité indépendante, puisque les magistrats ont un statut qui les met dans un rôle d'impartialité. La Cour des comptes, la Constitution l'a prévu, est à la disposition du gouvernement, du Parlement, à équidistance des deux. D'abord pour examiner les comptes, certifier la sincérité des comptes publics et assister le gouvernement et le Parlement pour évaluer les politiques publiques. Alors d'abord, je pense que la Cour des comptes prend toujours un petit risque lorsqu'elle s'écarte à l'excès de sa vocation première, c'est-à-dire d'examiner les comptes et de certifier la sincérité des comptes. Alors là, elle est allée dans l'évaluation des politiques publiques. Je trouve que cette polémique nous égare tous et on retombe dans des travers habituels. Je n'ai pas pris connaissance en détail du rapport, j'ai vu simplement la synthèse. Alors bon, il y a des considérations statistiques, il faut les prendre pour ce qu'elles sont. Mais on parle aussi du temps de travail, de l'organisation du travail. Et là, peut-être y a-t-il des marges de progression. Quand Claude Guéant, dans sa critique, au-delà de l'aspect colérique qu'il a, il dit, au fond, ça aurait peut-être été plus objectif si la Cour des comptes avait étudié de 1997 à 2010, prenant en compte la période dans laquelle le Parti socialiste dirigeait le pays, de 1997 à 2002. Oui, c'est une bonne chose qu'elle aurait dû faire. Probablement. Ce qu'il faut éviter, c'est d'accréditer l'idée qu'il y aurait un parti pris partisan chez les magistrats de la Cour des comptes. Alors il est important aussi que les magistrats de la Cour des comptes évitent ces allées et venues entre les cabinets ministériels et la Cour des comptes. Il est important de donner des gages d'impartialité, car ils sont la condition de l'autorité de la Cour des comptes. C'est ce qu'il faut renforcer. Oui. C'est ce que vous dites aujourd'hui, qu'il faudrait renforcer ces gages d'impartialité. Absolument, absolument. La motion de votre congrès, la semaine dernière à Angers, de l'Alliance centriste, explique que vous voulez prendre part au rassemblement des centristes, mais dans le même temps, vous ne rejoignez pas la Confédération des centres, l'Alliance, qui a été construite par Jean-Louis Borloo. Alors d'abord, l'Alliance centriste, c'est nous. L'Alliance centriste, c'est vous. Eux, c'est l'Alliance républicaine, écologique et sociale. Bon. Voilà, mais pourquoi? Eh bien, parce que nous avons posé 3 conditions. La première condition, c'est l'indépendance. J'ai noté que le Parti radical avait décidé de faire sécession avec l'UMP. J'attends la rentrée parlementaire pour voir si les députés radicaux, membres de l'UMP, prennent leur distance avec l'UMP. Deuxième condition, que nous soyons au centre, avec ces valeurs libérales, sociales, un profond engagement européen, vers, je le crois maintenant, une voie fédérale qui résultera sans doute de la recherche de solutions à la crise des dettes souveraines. On ne peut pas continuer avec une gouvernance aussi
inconsistante de l'Europe. Et puis, troisième condition, c'est qu'on puisse accueillir tous les centristes, sans exclusive. Et notamment François Bayrou et le Modem. Et c'est pas le cas aujourd'hui, vous pensez de... Il me semble qu'il y a encore quelques crispations qu'il va falloir dissiper le plus vite possible. Jean-Louis Borloo, Hervé Morin, proclament qui se situe dans la majorité. En revanche, Bayrou, lui, n'est clairement pas dans la majorité. Il ne vote pas les budgets, par exemple. Donc ça veut dire que vous, si vous rejoignez François Bayrou, vous n'êtes plus dans la majorité non plus ? Moi, je ne rejoins pas François Bayrou. Je souhaite que les centristes se rassemblent. Qu'ils aient un projet original, avec sa spécificité, qui s'inscrive hors du déni de réalité, qui a beaucoup affecté la crédibilité de la gouvernance publique jusqu'à maintenant. Et que nous allions devant les électeurs, que nous choisissions le meilleur d'entre nous pour porter ce projet devant les Français. De quelle manière il faudrait choisir le meilleur d'entre vous ? Parce qu'on évoque des primaires au centre. Soit des primaires, soit un consensus entre nous. Enfin, non pas, sortons de ce championnat d'ego. Et puis, proclamer qu'on est dans la majorité et être candidat à l'élection présidentielle, c'est en quelque sorte transformer le premier tour de la présidentielle en primaire dans la majorité. Est-ce raisonnable au niveau atteint par le Front National dans les intentions de vote? Et donc, si François Bayrou est candidat, il n'annoncera pas sa décision tout de suite, vous le soutiendriez? J'en suis pas là. Je veux un projet d'abord, un projet, un contenu d'action, hors du déni de réalité, c'est-à-dire qu'il faut à la fois de la compétitivité, il faut assainir les finances publiques et dire comment on s'y prend, et cesser de se payer de mots. Et puis avoir une certaine idée de ce que pourrait être la gouvernance européenne. J'affirme qu'elle devra devenir fédérale, et sinon nous risquons d'assister à une implosion de l'Europe et de l'euro. Alors justement, sur ces thèmes économiques, il y avait beaucoup de questions des internautes, j'en ai sélectionné une. Quelles sont, c'est Mistofort qui vous demande, quelles sont vos pistes pour ramener le déficit des comptes publics à moins de 3% du PIB? D'abord la compétitivité et une profonde réforme fiscale. Je pense que l'élection présidentielle de 2012 portera largement sur la fiscalité. Nous avons une fiscalité qui n'est pas adaptée à la mondialisation. Nous continuons à percevoir des cotisations sociales. Nous finançons la branche santé, la branche famille, avec des cotisations assises sur les salaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on taxe la production ici, chez nous. Donc... Et on s'étonne du chômage. On s'étonne de déficits records de commerce extérieur. On a, en quelque sorte, choisi un mode de consommation. Il va falloir basculer les cotisations sociales. D'ailleurs, la Commission européenne nous le recommande. Sur la TVA? Sur un impôt de consommation. Et donc la TVA... Donc c'est ce qu'on appelle la TVA sociale. Il faut revenir aujourd'hui? Il faudra peut-être l'appeler anti-délocalisation. Oui. Mais il va bien falloir y revenir. Il n'y a pas d'alternative. Alors expliquons aux Français. Cessons de raconter des histoires. Cessons d'entretenir des tabous et des archaïsmes. Laurent Fabius était à votre place hier. Il vous a posé une question. Je vous propose de l'écouter. Êtes-vous d'accord pour qu'il y ait une sélectivité très forte de la dépense publique? Deux, croyez-vous, comme moi, comme nous, qu'il faut que, disons, la ligne directrice soit l'effort, mais un effort juste? Et troisièmement, êtes-vous d'accord, je pense que la réponse est oui, pour dire que la situation du déficit et de la dette est si préoccupante que sa réduction devra être une priorité nationale absolue? Alors vous êtes d'accord avec ces trois conditions? Naturellement. J'ai même publié un livre qui s'appelle SOS Finances publiques, Osons les vraies réformes. Donc il n'y a pas d'équivoque. Ce qu'il faut, c'est être pédagogue. Et comme il y a un effort à demander aux Français, eh bien, le gage de justice doit être la marque des réformes que nous allons devoir entreprendre. Cessons de nous raconter des histoires, cessons ces conventions de langage que le Parti socialiste use et dont il abuse. Mais vous pensez arriver à convaincre les Français qu'il faudra augmenter la TVA? Après tout, en 2007, il y avait eu ce débat et un certain nombre de députés de la majorité avaient été battus. Alléger la dépense publique. Et c'est un effort considérable. Je reviens à la prime exceptionnelle pour les indemnités de mandat des sénateurs. Il faudra aussi consentir à une augmentation des impôts. Par exemple, la CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale. J'ai voté contre le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Pourquoi? Parce qu'on est à une fuite en avant. Il faut augmenter certains impôts. Et les augmenter dans un esprit de justice, et puis aussi raboter
supprimer toutes ces niches fiscales qui sont devenues un véritable On scandale. l'a pas fait suffisamment. Non, pas du tout, on n'y a pas touché. On en a créé de nouvelles. On a institué une nouvelle prime, valeur ajoutée, qui est une nouvelle niche sociale. Donc, un peu de cohérence entre le discours et les actes. Jean Arthuis, merci d'avoir répondu à nos questions. À lundi pour un prochain talk.